C'était un dimanche de novembre, dans le salon de ma propre maison, avec toute ma famille réunie autour de la table que j'avais mise moi-même dès 7 heures du matin. L'odeur du rôti de porc aux pruneaux flottait depuis la cuisine jusqu'au couloir. Le feu crépitait dans la cheminée en pierre que mon mari et moi avions fait installer 22 ans plus tôt, et j'avais sorti la nappe brodée que ma mère m'avait donnée le jour de mon mariage. Il y avait là ma sœur Micheline et son mari, mes 2 cousines venues de Rennes, le beau-frère de mon mari, et les enfants de tout le monde. 13 personnes à table, 13 personnes qui ont entendu ce qu'elle a dit. Ça s'est passé entre le fromage et le dessert. J'avais posé le plateau, un comté affiné 12 mois, un camembert bien fait, un chèvre cendré que j'avais acheté au marché du jeudi, et j'allais retourner chercher la tarte aux pommes que j'avais levée à 6 heures du matin pour préparer. Coralie, ma belle-fille, 29 ans, les cheveux défaits sur les épaules, les ongles laqués de rouge foncé, a posé son verre sur la nappe brodée de ma mère, sans mettre de dessous de verre, comme toujours, et elle a dit, sans se retourner vers moi, parlant à la tablée comme si je n'étais pas là, elle a dit, avec ce sourire particulier qu'elle avait, le sourire de quelqu'un qui sait que personne ne va l'arrêter. Franchement, Geneviève, si tu pouvais éviter de remettre cette nappe moche à chaque repas de famille, ce serait mieux pour tout le monde. C'est d'un ringard. Geneviève, pas belle-maman, pas même Madame Ferrand. Mon prénom, balancé comme ça, avec ce ton d'adolescente qui tolère par pitié la présence d'une personne moins intéressante qu'elle. Dans ma propre maison, devant ma sœur Micheline, devant mes cousines de Rennes, devant 13 personnes qui ont retenu leur souffle. J'avais 63 ans ce dimanche-là. 63 ans, 38 ans de cotisation à la sécurité sociale comme infirmière au CHU de Nantes, un appartement de 112 mètres carrés dans le quartier Zola que mon mari et moi avions payé rubis sur l'ongle. 2 voitures, une résidence secondaire en Vendée que nous avions retapée de nos mains pendant 15 étés consécutifs. J'avais mis au monde et élevé un fils qui s'appelait Édouard. Et j'avais, ce dimanche de novembre, la nappe brodée de ma mère posée sur ma propre table, insultée par la femme de mon fils, pendant que mon fils regardait son assiette. Je n'ai rien dit. J'ai souri. Et dans ma tête, j'ai commencé à compter. Tu vas me demander comment on en arrive là. Comment une femme de 63 ans qui a passé sa vie à donner à ses patients, à son mari, à son fils, à ses proches, finit par se retrouver humiliée à sa propre table un dimanche de novembre. Ce n'est pas une question rhétorique, c'est la vraie question, parce que ça ne se fait pas en une nuit. Ça se fait lentement, progressivement, avec une précision qui ressemble presque à de l'art. Et moi, j'ai mis trop longtemps à voir le dessin. Je m'appelle Geneviève Ferrand, née Geneviève Masson à Ancenis, en Loire-Atlantique, le 14 mars 1961. Fille d'un menuisier et d'une institutrice. Première de la famille à faire des études supérieures, diplôme d'état d'infirmière en 1982 à l'IFSI de Nantes. J'ai commencé à travailler en septembre 1982 au CHU de Nantes, service de médecine interne, et j'y suis restée 38 ans. 38 ans à me lever à 5h30 du matin, à traverser Nantes quand il faisait encore nuit, à prendre soin d'inconnus avec la même attention que j'aurais donnée à ma propre famille. 152 trimestres cotisés, une retraite liquidée à taux plein en 2020 pour un montant de 1 740 € net par mois. Une vie construite avec méthode, patience et beaucoup de travail. Mon mari, Bernard, ingénieur chez une société de traitement des eaux à Nantes, nous avait rejoints dans cette construction avec la même régularité. En 1987, nous avions acheté l'appartement du quartier Zola, 72 000 francs à l'époque, ce qui représentait à peu près 10 900 € actuels, et nous l'avions agrandi, rénové, transformé pièce par pièce. En 2023, un expert immobilier mandaté par notre assurance l'avait estimé à 380 000 €. C'est important que tu comprennes ça. C'est important que tu saches que tout ce que j'avais avait été construit à la sueur de mon front et des mains de mon mari. Bernard est mort en janvier 2018. Un AVC. Rapide. On ne souffre pas longtemps, m'a dit le médecin, comme si ça devait me consoler. J'avais 56 ans. Édouard en avait 24. Il était déjà à Paris depuis 2 ans, en stage dans une société de conseil en stratégie. Et c'est à Paris, quelques mois après la mort de son père, qu'il a rencontré Coralie. Coralie Vigneron, 32 ans aujourd'hui, née à Versailles. Elle le dit souvent avec l'insistance particulière de quelqu'un pour qui le lieu de naissance est une identité.
Ses parents ont un commerce de décoration intérieure dans le quartier des Antiquaires. Elle a fait une école de communication privée à Paris, travaillé dans plusieurs agences sans jamais rester plus de 18 mois quelque part, et elle avait cette façon de parler de sa vie qui donnait l'impression qu'elle avait tout accompli sans que rien ne lui ait jamais coûté. Physiquement, elle était grande, mince, avec ses cheveux châtains qu'elle portait toujours légèrement défaits, comme si elle sortait d'une séance photo. Elle s'habillait bien, pas de manière ostensible, mais avec cette précision de quelqu'un qui a étudié comment paraître naturellement élégante. Et elle savait exactement comment se comporter en public pour qu'on l'admire. La première fois que je l'ai vue, c'était en septembre 2018. Édouard l'avait amenée à Nantes pour un week-end. Elle m'avait dit bonsoir en arrivant avec ce sourire professionnel. Elle avait regardé l'appartement avec des yeux qui cataloguaient sans juger ouvertement. Et au dîner, elle avait monopolisé la conversation en parlant de ses projets, de Paris, des endroits qu'elle fréquentait. Elle n'avait pas posé une seule question sur ce que je faisais. Pas une. En 2 jours, quelque chose en moi avait enregistré ça. Pas avec alarme, avec attention. Le genre d'attention qu'on développe après 38 ans de médecine interne, où lire les gens vite et correctement peut changer le cours d'une nuit de garde. Ils se sont mariés en juin 2019. Mariage civil à la mairie du 16e arrondissement de Paris, suivi d'une réception dans un château en Île-de-France que les parents de Coralie avaient loué. 220 personnes. Le discours du père de Coralie avait duré 22 minutes. Le mien, en tant que mère d'Édouard, avait été résumé à une mention rapide d'Édouard lors du toast final. Je n'avais pas eu la parole. Coralie avait choisi les menus, la musique, les fleurs, la liste des invités et l'ordre des discours. Édouard avait souri pendant tout le mariage avec l'expression de quelqu'un qui a remis quelque chose de compliqué entre les mains d'un professionnel. Ce week-end-là, j'ai remarqué quelque chose de petit, de presque invisible. Quand Coralie me parlait devant les autres, ses amis, ses collègues, sa famille, elle m'appelait ma belle-maman et me souriait avec chaleur. Quand nous étions seuls ou avec Édouard seulement, elle m'appelait Geneviève avec ce ton légèrement condescendant qu'on réserve aux gens qu'on tolère. Ce n'est pas grand-chose, pris isolément. Mais moi, j'avais appris à lire les petites choses. Pour comprendre Coralie, et je dis bien comprendre, pas excuser, parce que comprendre un mécanisme ne neutralise pas le poison qu'il produit, il faut savoir d'où elle vient vraiment. Pas Versailles et l'école de communication. Ce qu'il y a dessous. Les parents de Coralie avaient un commerce rentable, mais modeste. Ils avaient mis leurs 3 enfants dans les meilleures écoles privées de Versailles au prix de sacrifices financiers réels, avec l'idée que les apparences ouvriraient des portes que l'argent seul ne pouvait pas ouvrir. Coralie avait grandi dans un univers où ce qu'on montrait importait infiniment plus que ce qu'on était, où les invitations, les adresses, les marques et les références culturelles correctes constituaient la monnaie d'échange principale, où la vulnérabilité était et où les relations humaines se divisaient en 2 catégories, utiles et inutiles. Elle avait appris ça parfaitement. Elle avait appris à charmer ce qui était utile et à effacer ce qui ne l'était pas. Ses ex-copines de lycée, qui n'avaient pas évolué dans le bon sens, avaient progressivement disparu de sa vie. Ses anciens collègues avec qui ça n'avait pas marché professionnellement n'existaient plus. Et quand elle avait rencontré Édouard, cadre dans une société de conseil avec un salaire correct et une mère propriétaire d'un appartement à Nantes et d'une résidence en Vendée, elle avait vu quelque chose d'utile. Ce n'est pas une accusation gratuite. C'est ce que les documents allaient montrer plus tard, ce que les gens allaient confirmer. Mais ça, je te le raconterai au moment où j'ai eu les preuves. Pour l'instant, je te parle de l'intuition. L'intuition que j'avais et que j'ai mis trop longtemps à écouter. Les premiers mois après le mariage, les choses se sont passées de façon presque imperceptible. Coralie avait suggéré à Édouard de prendre ses vacances différemment. Plus de séjours organisés à Nantes pour les fêtes de famille, mais des voyages à 2, à l'étranger, pendant les périodes où je l'attendais. Elle avait exprimé des opinions sur ma façon de cuisiner. Pas directement, mais avec des commentaires du genre « Tu sais, Édouard a vraiment du mal à digérer les plats en sauce depuis quelque temps », dit à table lors d'un repas que j'avais préparé avec soin. Elle avait mentionné plusieurs fois que Nantes était vraiment loin de Paris pour des visites régulières, comme si la géographie était un obstacle naturel et non un choix. Et Édouard avait suivi, pas brutalement, doucement, progressivement.
Comme quelqu'un qui glisse sur une pente sans s'en rendre compte, ou qui s'en rend compte mais trouve plus simple de continuer à glisser. Les appels téléphoniques qui passaient d'une fois par semaine à une fois toutes les 2 semaines, puis une fois par mois. Les Noëls qu'on passait maintenant alternativement, 1 an à Paris chez les parents de Coralie, 1 an à Nantes chez moi, et puis les 2 à Paris, parce que tu comprends, maman, avec le travail de Coralie, c'est difficile de se déplacer. Les fêtes de famille que j'organisais, et pour lesquelles Édouard trouvait toujours une excuse de dernière minute. Les fois où il promettait de m'appeler et ne rappelait pas. Quand j'essayais d'en parler à Édouard, il me disait « Maman, tu exagères ». Il me disait « Tu sais, Coralie essaye vraiment de bien faire, tu pourrais faire un effort ». Il me disait « Tu as toujours été un peu dramatique ». Ce dernier, « Tu as toujours été un peu dramatique ». Il l'a dit exactement comme ça, au téléphone. En octobre 2019, 9 mois après le mariage, avec le ton doux et épuisé de quelqu'un qui répète une phrase qu'il a entendue souvent et qu'il a fini par croire. Je me souviens d'être restée silencieuse après ça. La fenêtre de ma cuisine donnait sur la cour intérieure de l'immeuble, il pleuvait, et je regardais l'eau ruisseler sur le toit de zinc du local à vélo en me demandant si c'était vrai, si j'avais toujours été dramatique, si tous ces appels sans réponse, tous ces repas annulés, tous ces Noëls chez les autres n'étaient que le résultat de mon imagination. J'ai passé environ 3 mois à me poser cette question. Et puis j'ai arrêté. Parce qu'une nuit de décembre 2019, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai sorti un cahier à spirale, le genre qu'on utilisait à l'école, et j'ai commencé à écrire. Les dates, les faits, les mots exacts. Pas mes interprétations, les faits. Le 18 octobre 2019, Édouard a dit au téléphone « Tu as toujours été un peu dramatique ». Le 22 novembre 2019, appel prévu à 17h, pas de réponse, pas de rappel. Le 1er décembre 2019, invitation pour les fêtes de Noël, réponse d'Édouard. On verra. On a peut-être quelque chose avec les amis de Coralie. J'ai commencé à écrire. Et quelque chose a changé dans ma tête quand j'ai commencé à écrire. Les choses flottantes qui semblaient peut-être dramatiques sur le moment devenaient, posées sur le papier avec leurs dates et leurs mots exacts, quelque chose d'autre, quelque chose d'objectif, un relevé, un dossier. Pendant 2 ans, de décembre 2019 à l'automne 2022, les choses se sont dégradées par paliers. Coralie et Édouard sont venus à Nantes 3 fois en tout. Une fois pour les obsèques d'un cousin éloigné, une fois parce que j'avais eu un problème de santé bénin qui avait tout de même inquiété Édouard quelques heures, une fois pour un week-end en 2021 où Coralie avait passé la moitié du temps à regarder l'appartement avec l'air de quelqu'un qui évalue un bien immobilier. Cette dernière visite, le week-end de 2021, est celle où quelque chose de nouveau est entré dans la dynamique. Coralie s'était mise à parler de la résidence secondaire en Vendée, de ce que ça coûtait à entretenir, de ce que ça représentait comme charge pour une femme seule de mon âge. Elle avait dit, avec ce sourire bienveillant qui précédait toujours ses observations les plus acérées. « Tu sais, Geneviève, à ton âge, ça fait beaucoup à gérer seule. Vous devriez peut-être réfléchir à simplifier. Vous, pluriel. Comme si elle faisait partie des décisions qui me concernaient. J'avais répondu que je gérais très bien. Merci. Elle avait souri encore et changé de sujet. Mais j'avais noté ça aussi dans mon cahier. Les choses qui ne s'expliquent pas par le hasard ou la négligence commencent à dessiner des lignes quand on les pose côte à côte sur du papier. En relisant mon cahier ce soir-là, j'ai vu la ligne, la progression, la logique. Ce n'était pas une série d'incidents isolés, c'était une stratégie, pas nécessairement consciente dans tous ses détails, mais une stratégie quand même, isoler, fragiliser, évaluer les actifs, préparer le terrain, et mon fils était dedans. Pas comme victime, comme complice. La pension de retraite avait commencé à se déposer sur mon compte en octobre 2020, 1 740 € net comme prévu. J'avais également les revenus de la résidence secondaire en Vendée que je louais depuis 3 ans à la saison, ce qui représentait environ 9 000 € annuels net après charge. J'étais propriétaire de mon appartement à Nantes, sans emprunt depuis 2015. Financièrement, j'étais stable et autonome. Coralie le savait. Elle avait fait les calculs lors de ce week-end de 2021, j'en suis sûre maintenant. Les regards posés sur les murs, sur le parquet, sur les fenêtres, elle calculait. C'est à cette période que les demandes ont commencé. Doucement d'abord.
Édouard m'avait appelé en mars 2022 pour me parler d'un projet. Il voulait acheter un appartement à Paris avec Coralie. Ils avaient trouvé quelque chose dans le 15e arrondissement. 3 pièces, 420 000 €. Est-ce que je pouvais les aider avec l'apport? Pas un don, bien sûr, enfin si je voulais, mais ce pouvait être une avance sur succession. Ce n'était pas la somme qui me choquait, c'était le mot « succession ». Édouard avait 28 ans et parlait de ma succession au téléphone, avec le ton neutre et raisonnable de quelqu'un qui a préparé sa phrase. J'avais dit que j'allais réfléchir. J'avais noté ça dans mon cahier. En août 2022, pendant les grandes vacances, Coralie et Édouard sont venus à la résidence de Vendée. 5 jours. Les 5 jours les plus longs de ma vie récente. Coralie avait commenté la décoration. Franchement, avec un peu de travail, ce serait vraiment valorisable à la location. Comme si la maison que mon mari et moi avions transformée pendant 15 étés consécutifs n'était qu'un actif mal exploité. Elle avait passé des appels téléphoniques dans le jardin en marchant de long en large, parlant fort, et j'avais entendu des bribes. Le nom d'un agent immobilier, une question sur les prix au mètre carré en Vendée, une remarque sur la fiscalité des donations. Le soir du 3e jour, pendant qu'Édouard était sous la douche, Coralie s'était assise en face de moi à la table de la cuisine et avait dit, directement, sans préambule, « Geneviève, tu devrais vraiment penser à créer une SCI familiale. Pour l'appartement de Nantes et la maison ici. Ça optimise la fiscalité et ça facilite la transmission. On a parlé à un notaire, enfin, notre notaire, et c'est vraiment la meilleure solution pour vous. Pour toi, je veux dire. Votre notaire. » Pas le mien. Pas Maître Guillot, qui avait instrumenté l'achat de mon appartement en 1987 et à qui je faisais confiance depuis 35 ans. Leur notaire, que je ne connaissais pas. J'avais souri, le sourire qui ne dit rien, et j'avais dit que c'était intéressant et que j'allais me renseigner de mon côté. Elle avait eu l'air légèrement irritée par cette réponse, qui ne fermait pas la porte, mais ne l'ouvrait pas non plus. Et j'avais compris, à cet instant précis, que j'avais besoin d'agir avant qu'ils agissent. Le lendemain matin, pendant que Coralie dormait encore et qu'Édouard buvait son café sur la terrasse, j'avais envoyé un SMS à Maître Guillot pour demander un rendez-vous urgent à mon retour de Vendée. Et le soir même, j'avais ajouté plusieurs pages à mon cahier. Si tu regardes ta vie et tu vois ce que je voyais dans le mien, des visites qui ressemblent à des évaluations, des demandes formulées comme des évidences, un enfant qui répète des phrases que tu ne lui as jamais apprises, alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette histoire. Parce que ce que j'ai fait ensuite, je l'ai fait pour moi. Mais ça t'appartient aussi, si tu en as besoin. Like cette vidéo. Abonne-toi. Active la cloche. Pas pour moi, pour ne pas rater ce qui arrive. Parce que la partie qui suit, la partie où j'ai cessé de subir et commencé à construire, c'est celle que personne ne voit venir. Ni Coralie, ni Édouard, ni leur notaire. De retour à Nantes en septembre 2022, j'ai rencontré Maître Guillot dans son étude du quartier Grasselin, une vieille étude dans un immeuble haussmannien que je connaissais depuis des décennies, avec le parquet qui craque dans la salle d'attente et les reliures vertes des registres sur les étagères. Je lui ai tout raconté, pas avec émotion, avec mon cahier ouvert devant lui, lu chronologiquement. Il m'avait écouté sans m'interrompre, les coudes sur le bureau, les doigts croisés, avec l'attention particulière d'un homme qui reconnaît un schéma qu'il a déjà vu. Quand j'avais fini, il avait dit une chose. Il avait dit « Madame Ferrand, vous avez bien fait de venir maintenant et pas dans 6 mois. » Il m'avait expliqué ce qu'était une SCI familiale dans le contexte qu'on me proposait. Comment, selon la façon dont les statuts seraient rédigés, la structure pouvait permettre à des membres minoritaires de prendre des décisions majoritaires. Comment une SCI mal construite pour moi pouvait devenir, avec le temps, un outil de contrôle sur mon propre patrimoine. Il m'avait dit que certains notaires, pas tous, mais certains, construisaient ces structures à la demande du client qui venait les voir, et que si ce n'était pas moi qui avais mandaté ce notaire, il fallait être prudente. J'avais demandé ce que je devais faire. Il avait dit « Pour l'instant, ne signez rien » et consultez une avocate spécialisée en droit de la famille. Le jeudi suivant, j'avais rendez-vous avec Maître Isabelle Kervran, avocate au barreau de Nantes, cabinet dans le quartier Bouffay, spécialisée en droit de la famille et protection des personnes vulnérables. Elle avait la quarantaine, des lunettes à monture dorée, une façon de parler directe et précise qui m'a immédiatement inspiré confiance.
Je lui avais apporté mon cahier et mon téléphone, avec les captures d'écran des SMS d'Édouard, les messages de Coralie, les emails. Elle avait lu, elle avait posé des questions. Et elle m'avait dit ce que maître Guillaume avait dit, avec plus de détails légaux, que le schéma décrit ressemblait à une tentative progressive de prise de contrôle du patrimoine via un instrument légal et que si j'avais signé les statuts de cette SCI tels qu'ils pouvaient avoir été préparés, les conséquences auraient pu être difficiles à inverser. Elle m'avait aussi demandé une chose qui m'avait surprise. « Est-ce que vous avez donné une procuration à quelqu'un récemment? À votre fils? À votre belle-fille? À quelqu'un d'autre? » Non, jamais. J'avais toujours géré mes affaires moi-même. 38 ans d'infirmière m'avaient appris qu'une procuration, ça se donne avec beaucoup de précautions et à des gens qu'on connaît entièrement. Bien. Alors, on a du temps. Utilisez-le. Ce qu'elle voulait dire par « utiliser le temps », je l'ai compris dans les semaines suivantes. Elle m'avait conseillé de continuer à tenir le cahier, avec encore plus de détails, en incluant des témoins potentiels pour les scènes importantes, de photocopier tous les documents concernant mon patrimoine, titres de propriété, relevés de compte, contrats d'assurance, testament existant, d'informer discrètement 2 ou 3 personnes de confiance de la situation, pas pour créer un camp, mais pour avoir des témoins conscients si les choses devaient aller plus loin. J'avais choisi 3 personnes. Ma sœur Micheline, qui connaissait Édouard depuis sa naissance. Mon amie Yvette, que je connaissais depuis notre première année de formation en 1980 et qui avait travaillé comme assistante dans un cabinet notarial pendant 20 ans, elle connaissait les mécanismes de l'intérieur. Et mon médecin traitant, le docteur Launay, qui me suivait depuis 17 ans et qui pouvait attester de mon état de santé mentale et physique parfait, au cas où quelqu'un voudrait prétendre le contraire. Parce que ça aussi, maître Kervran me l'avait dit. Dans certains cas de prise de contrôle patrimonial, l'étape suivante après la SCI refusée peut être une tentative de tutelle ou curatelle. On prétend que la personne n'est plus capable de gérer ses affaires. On rassemble des documents médicaux orientés. On fait une demande au juge des tutelles. C'est rarissime d'aboutir quand la personne est clairement compétente. Mais ça suffit à créer un trouble, à bloquer des comptes, à rendre la vie difficile le temps que la justice tranche. Maître Kervran m'avait dit ça sans alarmisme. Elle m'avait dit « Je vous dis ce qui peut arriver pour que vous soyez prête, pas pour que vous ayez peur. » Je n'avais pas eu peur. J'avais eu de la clarté. Pendant les 6 mois qui ont suivi, de septembre 2022 à mars 2023, j'ai continué à fonctionner normalement en surface. J'allais au marché le mardi et le vendredi. Je prenais mon café allongé le matin dans la cuisine en lisant Le Monde. Je voyais Micheline le jeudi. Je répondais aux appels d'Édouard, qui avait entrepris une fréquence mensuelle, avec une voix normale, des nouvelles normales. Rien qui puisse signaler que quelque chose avait changé de mon côté. Mais en dessous, je travaillais. J'avais rencontré Yvette pour le déjeuner dans un bistrot de la Petite Hollande, magret de canard, un verre de muscadet, et je lui avais tout raconté. Elle n'avait pas été surprise. Elle avait dit « J'ai vu ça une 12aine de fois dans ma carrière. Les gens qui construisent des SCI pour les mauvaises raisons, ça laisse toujours des traces dans les statuts si on sait où chercher. Et les traces, ça se lit. Continue à tout garder. » J'avais demandé à maître Guillot d'effectuer 2 choses importantes. D'abord, mettre à jour mon testament. J'en avais un qui datait de la mort de Bernard, dans lequel Édouard était mon héritier principal. Ce testament restait en vigueur pour l'essentiel, mais j'y avais apporté des modifications précises concernant la résidence de Vendée, qui serait désormais léguée à Micheline avec un droit d'usage viager à mon profit, ce qui rendait toute tentative de SCI sur ce bien beaucoup plus complexe juridiquement. Ensuite, j'avais mis à jour mon assurance vie. Bernard m'avait nommé bénéficiaire de la sienne et j'avais une assurance vie propre avec un capital de 87 000 €. J'avais changé les bénéficiaires pour inclure Micheline et l'association des anciens de mon IFSI. Ces modifications étaient légales, sans contestation possible et irréversibles à partir du moment où elles étaient enregistrées. Et puis, il y a eu novembre 2023, le dimanche du rôti au pruneau, la nappe de ma mère, et Coralie qui disait, devant 13 personnes, que c'était ringard. Ce n'était pas la première humiliation, mais c'était celle qui avait eu des témoins. Ma sœur Micheline, qui connaissait la situation, mes cousines de reine qui avaient vu, et Édouard, mon fils, qui avait regardé son assiette. Il n'avait rien dit, pas un mot. Il avait attendu que l'atmosphère se résorbe, puis il avait demandé à Coralie si elle voulait encore un peu de fromage. J'avais servi la tarte aux pommes.
J'avais versé le café. J'avais souri aux bonnes personnes au bon moment. Et dans ma tête, j'avais ajouté cette scène au dossier, avec les noms des témoins, la date exacte, les mots exacts. Le repas avait pris fin vers 16 heures. Édouard et Coralie avaient passé la nuit dans la chambre d'amis. Ils reprenèrent le train le lendemain matin à 7h45. Le lendemain matin, j'étais levée à 5 heures. Coralie dormait encore. Édouard prenait sa douche. Je suis allée dans mon bureau, la pièce qui donne sur la cour intérieure, celle où Bernard avait eu son bureau et où je gardais tous mes dossiers, et j'ai ouvert le tiroir du bas. Dans ce tiroir, il y avait l'enveloppe que j'avais préparée depuis 2 semaines avec Maître Kervran. Elle contenait les billets de train pour Lyon que j'avais réservés le mois précédent pour Coralie et Édouard. Ils devaient venir à Nantes pour les fêtes de décembre. Coralie avait demandé des billets aller-retour en première classe et je les avais achetés comme prévu. Il y avait aussi les clés de la voiture, la Peugeot 308 grise que j'avais dans le garage et que j'avais prêtée à Coralie lors de ses visites à Nantes depuis 1 an parce qu'elle se plaignait du coût des locations. J'ai pris l'enveloppe avec les billets et j'ai pris les clés de la Peugeot. Je les ai posées sur la table de la cuisine. Puis je suis retournée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai attendu. À 7h10, j'ai entendu Coralie dans la cuisine. J'ai entendu le silence. J'ai entendu ses pas qui allèrent vers le couloir, vers le garage. La porte du garage qui s'ouvre, puis qui se referme, puis ses pas qui revenaient. Elle a frappé à ma porte, pas poliment. J'ai ouvert. Elle était là, en manteau, les cheveux noués vite, les yeux pas tout à fait réveillés, mais déjà irrités. Et elle a dit, ce sont ces mots exacts, je les ai dans mon cahier. Et Micheline peut les confirmer parce que je les lui ai envoyés par SMS ce matin-là, à 7h18. C'était vous, n'est-ce pas, votre vieille? Où sont les clés et les billets? C'était vous, votre vieille. Je l'avais regardée un moment. J'avais pris une respiration. Et j'avais dit, calmement, avec toute la réserve et la précision de quelqu'un qui a répété cette phrase dans sa tête depuis 2 semaines, « Les billets sont sur la table, Coralie. Je t'ai aussi rendu les clés de ma voiture. À partir d'aujourd'hui, je gère mes biens moi-même. » Elle avait ouvert la bouche. Édouard était apparu dans le couloir, les cheveux encore mouillés, la valise à la main. J'avais souri, le sourire qui arrive aux yeux, le premier sourire sincère que j'avais eu dans cette maison depuis longtemps. Et j'avais dit « Bon voyage, tous les deux. Je t'entends penser, est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est juste ça, récupérer des clés de voiture et des billets de train? Non, ce n'était que le début visible. Tout le reste était déjà en place depuis des semaines. Le lundi matin à 9h, j'avais rendez-vous avec Maître Kervran. J'arrivais dans son cabinet avec mon cahier, mes documents et un calme que je n'avais pas eu depuis longtemps. Elle avait regardé les nouvelles pages que j'avais ajoutées le matin même, l'incident de la veille, les mots de Coralie, les témoins, et elle avait dit « Bien, on y va ». Ce que j'allais apprendre dans les semaines suivantes allait dépasser tout ce que j'avais imaginé. Maître Kervran avait fait des recherches dans les registres publics, le registre du commerce et des sociétés, le cadastre, les publications légales, et elle avait trouvé des choses. Coralie et Édouard avaient créé une SCI en septembre 2022, le mois même de notre conversation en Vendée. La SCI s'appelait SCI Vigneron-Ferrand, un nom qui incluait le mien sans que j'aie jamais été contacté, ce qui était parfaitement légal tant que le nom n'était pas utilisé pour me représenter. Les statuts de cette SCI, que Maître Kervran avait obtenus via le greffe, prévoyaient une répartition des parts dans laquelle Édouard et Coralie détenaient ensemble 99% des parts sociales et où le gérant, Coralie, avait le pouvoir de prendre des décisions de gestion sans consultation des autres associés pour tout acte courant. Cette SCI n'avait aucun actif enregistré, mais elle était prête. Elle attendait quelque chose à accueillir. Mon appartement de Nantes, ma résidence de Vendée. C'était ça qu'on voulait y mettre. Maître Kervran m'avait expliqué le mécanisme prévu. Si j'avais signé la donation entre vifs qu'on allait me proposer, comme avance sur succession, comme le disait Édouard, et que cette donation avait pris la forme d'un apport d'actifs à la SCI, j'aurais techniquement conservé un droit d'usage viager sur l'appartement, mais perdu le contrôle de l'actif lui-même. La SCI gérait, la SCI décidait, la SCI pouvait dans certaines conditions contracter des emprunts sur l'actif. Et si un jour les statuts étaient modifiés, ce qui ne nécessite qu'un vote d'associés majoritaires, c'est-à-dire Édouard et Coralie, à 99%, mon droit d'usage pouvait être remis en question.
C'est pour ça qu'ils voulaient leur notaire, et pas le mien. Parce que les statuts de la SCI, un notaire compétent et attentif, les aurait lus et aurait posé des questions auxquelles ils n'avaient pas de réponse satisfaisante. J'avais écouté Maître Kervran m'expliquer tout ça sans m'interrompre. Et à la fin, j'avais demandé « Est-ce que ce qu'ils ont fait jusqu'ici est illégal ?» Elle avait réfléchi. Elle avait dit « Créer une SCI n'est pas illégal. Préparer une donation entre vifs non plus. » Mais si la donation avait été obtenue sous pression, en dissimulant des informations matérielles sur les statuts, et si je pouvais démontrer que vous n'avez jamais eu l'intention réelle de vous séparer de vos biens, mais qu'on vous a manipulé pour le faire, ça s'appelle dol, c'est un vice du consentement. Et une donation obtenue par dol peut être annulée judiciairement. Mais je n'avais pas signé, donc je n'avais pas à annuler. Ce que j'avais à faire, c'était m'assurer qu'il ne pourrait jamais recommencer. Et préparer ce qui viendrait après, parce que les gens qui préparent ce genre de schéma ne s'arrêtent pas à la première résistance. Les semaines qui ont suivi novembre 2023 ont été un temps particulier. Édouard m'a appelé le lendemain du dimanche de la nappe. J'imagine que Coralie l'avait poussé à le faire. La conversation avait été courte et tendue. Il m'avait demandé pourquoi j'avais repris les billets et les clés avec le ton blessé de quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il a fait. Je lui avais dit que j'avais décidé de gérer mes affaires différemment à partir de maintenant. Il avait voulu en savoir plus. J'avais dit « On en parlera quand tu voudras, Édouard, mais en tête-à-tête. Pas avec Coralie dans la pièce d'à côté. » Il n'avait jamais pris ce rendez-vous en tête-à-tête. Je ne l'ai pas relancé. Coralie lui avait fait envoyer, par email, une sorte de réclamation informelle concernant le remboursement de certaines dépenses qu'elle estimait avoir faites pour ma maison de Vendée pendant leur séjour. Elle listait une réparation de volets que j'avais payée et dont elle réclamait la moitié des courses qu'elle prétendait avoir faites. Total, 392 €. Maître Kervran m'avait conseillé de ne pas répondre directement. On a conservé l'email comme document. Pendant ce temps, avec l'aide d'Yvette et de ses contacts dans le milieu notarial, nous avions commencé à chercher des informations sur Coralie, des informations publiques, légales, disponibles dans les registres. Ce que nous avons trouvé a changé la nature de l'affaire. Coralie avait été en couple avant Édouard. Un homme prénommé Sébastien, rencontré à Paris vers 2015, avec lequel elle avait vécu 2 ans dans un appartement du 12e arrondissement. Sébastien avait une mère, une femme de 67 ans, propriétaire d'un appartement à Vincennes. Et Sébastien, selon ce que ses amis proches avaient raconté à des tiers, des informations qui circulaient dans un cercle que nous avons pu reconstituer partiellement, Sébastien avait failli perdre l'appartement de sa mère à la suite d'une série de décisions patrimoniales encouragées par Coralie pendant leur relation. Ce n'était pas une rumeur. Il y avait une trace, une procédure en annulation de donation déposée par la mère de Sébastien auprès du tribunal judiciaire de Créteil en 2019, qui avait abouti à une transaction extrajudiciaire dont les termes étaient le confidentiel. La procédure elle-même était publique. Le dossier avait été clos sans jugement, ce qui signifiait généralement un accord à l'amiable. La mère de Sébastien avait récupéré quelque chose. Mais quelque chose s'était passé. Maître Kervran avait contacté l'avocat de la mère de Sébastien, pas pour obtenir des détails, mais pour signaler que nous avions un dossier similaire en cours et demander s'il pouvait y avoir des éléments de schéma commun pertinents à partager dans le cadre légal permis. L'avocat avait répondu avec prudence, mais positivement. Quelques semaines plus tard, nous apprenions que la mère de Sébastien, qui s'appelait Jacqueline, 67 ans, habitante de Vincennes, était prête à être citée comme témoin si une procédure judiciaire était engagée contre Coralie. Ce schéma que je te décris, cette femme qui cherche des propriétaires, qui s'installe, qui isole, qui propose des montages patrimoniaux, qui rencontre une résistance ou une rupture et qui passe au suivant, ce schéma avait un nom légal. Il s'appelait abus de confiance, lorsque la manipulation avait conduit à un acte patrimonial préjudiciable. Et dans le Code pénal français, l'abus de confiance est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Coralie n'avait pas encore commis d'acte contre moi qui serait qualifiable pénalement, puisque je n'avais rien signé. Mais la tentative était documentée. Les préparatifs étaient enregistrés dans les registres publics. Et le précédent avec Jacqueline à Vincennes donnait au dossier une dimension de schéma répété qui changeait la qualification possible. Maître Kervran avait dit une chose que je n'oublierai pas. On ne la poursuit pas pour ce qu'elle a essayé de faire contre vous. On la poursuit pour ce qu'elle a fait contre Jacqueline.
si Jacqueline le souhaite. Et on utilise le dossier vous concernant comme preuve d'un schéma délibéré et répété. Jacqueline le souhaitait. Il y avait autre chose, dans les recherches d'Yvette et de Maître Kervran. Édouard, mon fils. Sa signature était sur les statuts de la SCI créée en septembre 2022. Sa signature, légalement, en faisait un associé fondateur, ce qui signifiait que si la SCI avait été utilisée pour commettre un abus de confiance, même si Édouard prétendait n'avoir signé que ce qu'on lui avait présenté sans en comprendre les implications, il portait une responsabilité solidaire d'associé. Je n'avais pas ressenti de satisfaction à cette découverte. J'avais ressenti quelque chose de plus froid, quelque chose qui ressemblait à la reconnaissance d'un fait. Mon fils avait signé. Mon fils avait fait un choix. Et les choix ont des conséquences. En décembre 2023, Noël que j'ai passé avec Micheline et son mari à Rennes, le premier Noël depuis des années où je me suis sentie légère, j'ai reçu un appel d'Édouard. Il voulait qu'on se voie pour le Nouvel An. Il avait l'air différent au téléphone, moins sûr de lui, légèrement inquiet. J'ai su plus tard que Coralie avait commencé à lui cacher des choses à lui aussi, que quelque chose dans leur couple se tendait depuis que j'avais résisté, que les choses ne se passaient pas comme prévu. J'ai dit à Édouard que j'avais d'autres projets pour le Nouvel An. Il a dit qu'on pourrait peut-être se voir en janvier. J'ai dit peut-être, et j'ai raccroché. Je n'ai pas de mots assez précis pour te dire à quel point ce peut-être m'a coûté. Parce que c'était mon fils. Parce que j'avais allaité ce garçon, soigné ses genoux écorchés, lu des histoires le soir pendant des années, attendu à l'aéroport quand il revenait d'un voyage, pleuré à sa remise de diplôme. C'était mon fils. Mais il avait signé les statuts d'une SCI construite pour prendre mes biens. Il avait dit à sa femme que j'avais toujours été dramatique. Il avait regardé son assiette pendant que Coralie insultait la nappe de ma mère. Ce n'est pas avec ces choses-là qu'on construit un peut-être. Ce n'est pas avec un téléphone qu'on répare ça. Et je n'avais plus l'âge ni l'énergie de faire semblant. En janvier 2024, Maître Kervran a déposé auprès du procureur de la République de Nantes une plainte pour tentative d'abus de confiance, fondée sur les statuts de la SCI, sur les démarches documentées auprès de leur notaire, sur les conversations que j'avais notées dans mon cahier et sur la connexion avec l'affaire Jacqueline à Vincennes. Le dossier était épais. Chaque élément était daté, sourcé, corroboré. Le cahier, les SMS, les emails, les témoignages de Micheline, d'Yvette, du docteur Launay. Simultanément, Maître Kervran avait déposé une requête auprès du greffe du tribunal judiciaire de Nantes pour obtenir une mesure conservatoire sur les actifs de la SCI Vigneron-Ferrand, au motif que la structure avait été créée dans le cadre d'un schéma de manipulation patrimoniale documenté. Le juge avait accédé à la demande. Les parts sociales de la SCI et tout actif qu'elle aurait pu détenir ont été bloquées dans l'attente de la procédure. Coralie a appris l'existence de la plainte et de la mesure conservatoire un jeudi de janvier, par une lettre recommandée avec accusé de réception que l'huissier de justice avait signifiée à son adresse parisienne. J'imagine l'ouverture de cette enveloppe. J'imagine son visage. Le charme superficiel, les angles calculés, les mots choisis pour impressionner, et puis cette lettre avec le numéro de dossier du tribunal judiciaire de Nantes et le nom de maître Isabelle Kervran. Édouard m'a appelé ce soir-là à 21h. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message. Je ne l'ai pas écouté avant le lendemain matin, assis dans ma cuisine avec mon café allongé, sous la lumière de janvier qui entrait par les fenêtres. Dans le message, il disait « Maman, je ne sais pas ce qui se passe. Coralie a reçu quelque chose d'un huissier, il faut qu'on parle. S'il te plaît, rappelle-moi. » Je n'ai pas rappelé. Les jours qui ont suivi la notification de la plainte ont ressemblé, d'après ce que j'ai appris indirectement via Micheline et via des voisins communs de connaissances communes, à un château de cartes dont quelqu'un aurait retiré une carte du milieu. Coralie avait appelé ses parents à Versailles. Elle avait appelé leur notaire, qui avait soudainement une disponibilité très limitée pour les rappeler. Elle avait essayé de contacter Jacqueline à Vincennes, ce qui avait été une erreur, puisque Jacqueline avait simplement transmis cette tentative de contact à son avocat. Et Édouard avait commencé à poser des questions à Coralie auxquelles elle ne répondait pas clairement. Des questions sur la SCI, sur ce que les statuts prévoyaient exactement, sur pourquoi leur notaire avait soudain cessé de les rappeler, sur Jacqueline à Vincennes, dont il entendait le nom pour la première fois. En mars 2024, lors d'une audience préliminaire au tribunal judiciaire de Nantes, Maître Kervran avait présenté le dossier complet. La juge qui présidait avait lu les statuts de la SCI,
les échanges documentés, les témoignages, et elle avait regardé Coralie, représentée par un avocat commis d'urgence, avec l'attention calme et précise d'une magistrate qui reconnaît un schéma documenté. Coralie prétendait que tout avait été fait de bonne foi, dans l'intérêt familial, que la SCI était une simple optimisation fiscale, que les discussions autour des biens immobiliers n'avaient rien d'une tentative de prise de contrôle. Maître Kervran avait alors posé sur le bureau de la juge 3 documents. Le premier, les statuts de la SCI avec les clauses de gouvernance soulignées. Le deuxième, les échanges écrits documentant les demandes faites par Coralie concernant mes biens avec les dates et les témoins. Le troisième, le résumé de la procédure de Vincennes concernant Jacqueline et Sébastien, avec la mention que Jacqueline était prête à venir témoigner sur les similitudes du schéma. La juge avait regardé les documents. Elle avait regardé Coralie. Et elle avait dit, avec le calme particulier des magistrats qui ont tout vu, « Il me semble que nous avons ici des éléments sérieux à instruire. » L'instruction a duré 7 mois. Les détails de l'instruction appartiennent au dossier judiciaire et je ne les connais pas tous. Ce que je sais, c'est ce que Maître Kervran m'a communiqué au fur et à mesure. Les enquêteurs avaient retrouvé des échanges entre Coralie et leur notaire parisien qui montraient que les statuts avaient été rédigés avec une intention précise, pas au hasard. Ils avaient retrouvé des recherches effectuées sur les valeurs immobilières de Nantes et de Vendée pendant la période où Coralie visitait mes biens. Et ils avaient retrouvé, dans les relevés bancaires de Coralie que le juge d'instruction avait ordonné, des virements réguliers vers un compte dont Édouard ne connaissait pas l'existence. Un compte au nom d'un homme que j'appellerai simplement Monsieur, dont l'existence dans la vie de Coralie avait commencé environ 18 mois après son mariage avec Édouard, et qui avait reçu, en 2 ans, environ 43 000 € en virements irréguliers que Coralie avait prélevés sur le compte joint de leur ménage. Édouard l'a appris lors de l'instruction. Je ne sais pas comment il l'a appris exactement. Via son propre avocat, je suppose, qu'il avait finalement consulté en urgence. Ce que je sais, c'est que Micheline m'a dit, lors d'un dîner en avril 2024, qu'Édouard avait eu l'air, selon des proches communs qu'il avait vus à Paris, d'un homme qui venait de regarder une vague arriver et de comprendre trop tard qu'elle allait le noyer. Il m'a envoyé un SMS en mai 2024, un long SMS. Je vais essayer de te résumer ce qu'il disait sans trahir les mots exacts, parce que je ne veux pas reproduire la lettre de mon fils dans son intégralité ici. Il disait qu'il était désolé, qu'il avait compris, maintenant, ce qui s'était passé depuis des années, qu'il avait été aveugle ou lâche, ou les deux, qu'il voulait me voir, qu'il avait besoin de me parler. Je l'ai lu 2 fois. J'ai posé mon téléphone. Et j'ai regardé par la fenêtre un long moment, la cour de l'immeuble, le toit de zinc, la lumière de mai qui était douce et grise à la fois, comme souvent à Nantes au printemps. Et puis j'ai répondu. Un seul message, court. Je lui ai écrit. Je sais que tu regrettes, Édouard. Mais les regrets n'effacent pas ce que tu as choisi de faire quand tu avais le choix de faire autrement. Je n'ai pas besoin de te voir pour aller bien. Je vais bien. Je te souhaite d'aller bien aussi. Il a répondu. Maman, s'il te plaît. Je n'ai pas répondu à ça. La décision du tribunal judiciaire de Nantes a été rendue en octobre 2024. Coralie a été reconnue coupable de tentative d'abus de confiance, qualifiée ainsi parce qu'aucun acte patrimonial préjudiciable n'avait effectivement été réalisé contre moi, la tentative ayant été arrêtée avant d'aboutir, et d'abus de confiance caractérisé concernant les 43 000 € prélevés sur le compte joint d'Édouard sans son consentement. Sur ce second chef, l'infraction était consommée et les preuves étaient incontestables. La peine prononcée, 18 mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 15 000 € et une obligation de rembourser à Édouard la totalité des 43 000 € prélevés avec intérêt. L'affaire Jacqueline, instruite séparément à Créteil, avait abouti en parallèle à une condamnation pour abus de confiance avec une peine similaire. Les 2 condamnations se cumulant avec sursis, mais créant un casier judiciaire qui changeait définitivement son profil légal. La SCI Vigneron-Ferrand a été dissoute judiciairement, ses statuts annulés ab initio au motif de fraude à la loi. Mon appartement de Nantes n'avait jamais été apporté à la SCI, donc aucune action de récupération n'était nécessaire de ce côté-là. La résidence de Vendée, que j'avais léguée à Micheline par testament modifié avant les événements, restait intacte et en dehors de tout litige. Le notaire parisien dont Coralie avait utilisé les services
a fait l'objet d'un signalement disciplinaire auprès de la Chambre des notaires de Paris, instruite séparément. Je ne connais pas l'issue de cette procédure disciplinaire, mais je sais qu'elle a eu lieu. Édouard a divorcé de Coralie en procédure accélérée en mars 2025, un divorce pour faute fondé sur les éléments révélés par l'instruction. Il a récupéré une partie des 43 000 € via la condamnation pénale, mais le recouvrement effectif prendra du temps. Il vit maintenant dans un appartement plus petit dans le 13e arrondissement. Son avocat lui a expliqué que sa signature sur les statuts de la SCI, même s'il n'avait pas eu connaissance de l'intention frauduleuse, l'exposait à une responsabilité civile résiduelle si d'autres parties venaient à se manifester. Ça l'exposait. Et il a payé pour ça. Pas autant qu'il l'aurait payé si nous avions dû aller plus loin, mais suffisamment pour que le prix de sa signature soit réel. Il essaie de reprendre contact avec moi depuis le divorce. Micheline me dit qu'il va mieux, qu'il a repris une thérapie, qu'il parle de ce qui s'est passé avec honnêteté, qu'il semble comprendre maintenant ce qu'il avait choisi de ne pas voir. Je ne le nie pas. Je ne dis pas qu'il reste le même homme qui regardait son assiette pendant qu'on insultait la nappe de ma mère. Mais je ne peux pas reconstruire quelque chose sur des fondations que j'ai vues s'effondrer. Ce n'est pas de la rancœur, c'est de la lucidité. Un jour peut-être, si le temps passe et si les actes correspondent aux regrets, quelque chose sera possible. Mais aujourd'hui, non. Et aujourd'hui, je n'ai besoin de personne pour aller bien. Je te dis ça depuis mon appartement du quartier Zola à Nantes, un jeudi matin de mars 2025, avec mon café allongé devant moi et le journal ouvert à côté. Il pleut doucement sur les toits, le genre de pluie de printemps qui sent l'herbe mouillée même en ville. Dans 1 heure, je vais aller au marché du jeudi. C'est Eric qui tient l'étal de légumes, je lui achète des carottes nouvelles et des poireaux depuis 17 ans, et il me réserve toujours les premières asperges de la saison. Vendredi, Micheline vient déjeuner. Je vais préparer un bœuf bourguignon que j'ai commencé hier soir, qui mijote lentement depuis 6 heures du matin et dont le parfum remplit toute la cuisine en ce moment, une odeur épaisse et douce de vin rouge et de thym frais. Samedi, je prends le train pour La Roche-sur-Yon. La résidence de Vendée est ouverte pour la saison depuis 15 jours. J'ai des travaux de peinture à superviser dans la véranda. J'ai choisi un blanc cassé, presque écru, qui va rendre la pièce plus lumineuse. Je passe 2 nuits là-bas seule, ce qui est exactement ce dont j'ai envie. En juin, je pars 2 semaines en Bretagne avec Yvette et une autre amie. On a loué un gîte près de Quimper avec un jardin. On a prévu de visiter la pointe du Raz, le marché de Locronan, les chapelles du Cap Sizoun. Yvette veut apprendre à faire les galettes sur une biligue, une crêpière en fonte, et j'ai dit que j'apprendrais avec elle. J'ai 64 ans. Je suis en bonne santé. Le docteur Launay me l'a confirmé lors de mon bilan annuel en janvier. J'ai ma retraite, mon appartement, ma résidence de Vendée. J'ai Micheline et Yvette et les amis du marché. J'ai ma vie, construite avec mes mains sur 40 ans, intacte. Ce que j'ai appris, et je te le dis sans détour, parce que c'est pour ça que tu es encore là à m'écouter, c'est que supporter n'est pas de la vertu. J'avais confondu les deux pendant trop longtemps. J'avais cru que tenir bon dans le silence, ne pas faire de scène, ne pas créer de conflit, c'était de la dignité. Ce n'est pas ça. La dignité, c'est de savoir quand le silence doit se terminer et quand les mots doivent être remplacés par des actes. J'ai appris que les instruments légaux existent. Le tribunal judiciaire de Nantes existe. Les notaires honnêtes existent. Les avocates comme Maître Kervran existent. Le code pénal existe. On nous dit souvent, à nous les femmes, à nous les aînés, que les histoires de famille se règlent en famille, que les tribunaux ça déchire, que les avocats ça coûte, que c'est son fils, son sang, sa chair. Oui. Et alors, le sang n'est pas un blanc-seing. L'amour maternel n'est pas un droit de propriété sur la mère. Et laisser quelqu'un te prendre ce que tu as construit en 40 ans parce qu'il est de ta famille, ce n'est pas de l'amour familial, c'est de la capitulation. J'ai appris que les preuves ne mentent pas. Mon cahier à spirale, que Maître Kervran appelait le journal de bord, a été la pièce la plus solide du dossier. Pas les grandes émotions, pas les drames, les faits, les dates, les mots exacts. Si tu vis quelque chose de ce genre, commence par là. Un cahier, les dates, les mots exacts. J'ai appris qu'on choisit sa famille au sens réel du terme, pas par rupture dramatique, par clarté simple.
Les gens qui étaient là ce dimanche de novembre au fond de la salle quand Coralie insultait la nappe de ma mère, Micheline qui a serré ma main sous la table pendant un instant, ces gens-là sont ma famille. Le reste est de la biologie. Et j'ai appris une chose sur mon fils, une chose qui me fait encore un peu mal, mais que je reconnais comme vraie. L'aimer n'oblige pas à l'attendre. Je l'aime d'un amour qui ne disparaît pas parce qu'il a signé des papiers qu'il n'aurait pas dû signer, qui n'est pas effacé par ses silences au mauvais moment. Mais cet amour ne m'oblige pas à ouvrir une porte que j'ai décidé de garder fermée. Elle n'est pas fermée pour toujours, peut-être, mais elle est fermée aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est ce qui compte. Le bœuf bourguignon sent bon dans ma cuisine. La pluie continue de tomber sur les toits de zinc de Nantes. Dans 1 heure, j'irai au marché. C'est ma vie. Elle m'appartient entièrement. Et elle est belle. Est-ce que cette histoire t'a parlé? Est-ce qu'elle t'a rappelé quelque chose? Quelqu'un que tu connais? Quelque chose que tu vis? Quelque chose que tu as traversé toi aussi? Les histoires comme celle-ci ne se passent pas seulement dans les tribunaux et les cabinets d'avocats. Elles se passent dans les cuisines, dans les SMS laissés sans réponse, dans les réunions de famille où quelqu'un regarde son assiette au mauvais moment. Elles se passent chaque jour, en France et ailleurs, dans des appartements comme le mien, autour de nappes brodées que personne n'a le droit d'insulter. Si tu es en train de vivre quelque chose de similaire, si tu reconnais dans ce que je décris le schéma lent et progressif du contrôle, de l'isolement, de la manipulation, sache qu'il existe des recours. Les associations de défense des droits des personnes âgées, les avocates spécialisées en droit de la famille, les notaires qui travaillent pour toi et pas pour les autres, le cahier à spirale et les dates exactes. Ces outils sont là. Et sache aussi que tu n'as pas besoin de pardonner pour avancer. Ce sont 2 choses différentes. La liberté ne passe pas par le pardon. Elle passe par la décision de ne plus laisser ce qui t'a blessé définir ce que tu es. Si cette histoire t'a touché, laisse un like. C'est le premier geste qui dit à la chaîne que ce que tu viens de voir mérite d'exister. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater les prochaines histoires. Et dis-moi en commentaire, tu viens de quelle ville, de quelle région? Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes? Ou peut-être plus loin, Montréal, Bruxelles, Genève? Cette chaîne est pour toutes les femmes francophones qui ont compris que la dignité n'est pas une option. Je m'appelle Geneviève, j'ai 64 ans. J'ai construit ma vie trimestre par trimestre, pièce par pièce, choix par choix. Et quand on a voulu me la prendre, j'ai utilisé chaque outil légal à ma disposition pour la récupérer. Avec méthode, avec patience et sans demander pardon à personne. La nappe brodée de ma mère est toujours sur ma table. Elle est magnifique.